Elle pèse dans toutes les négociations sur le climat et joue parfois un rôle de gendarme derrière les États pour la mise en œuvre de leurs engagements internationaux. Les organisations de la société civile affûtent leurs armes à quelques mois de la COP24 à Katowice en Pologne. Objectif, se faire mieux entendre lors de ce grand rendez-vous mondial. Le rôle des OSC dans les négociations internationales sur le climat, nous en parlons sur ce plateau avec Joseph Kogbe. Vous êtes coordonnateur international du réseau climat et développement. Vous êtes aussi directeur exécutif de l'ONG OPED Togo, Organisation pour l'environnement et le développement durable. Monsieur Kogbe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Monsieur Kogbe, vous renforcez les capacités des OSC togolaises à l'approche de la COP 24. En quoi était-il important pour vous de prendre cette initiative? Oui, vous voyez, c'est toujours important de se préparer lorsqu'on veut mener une activité. Et donc, la société civile togolaise en particulier a toujours participé aux négociations internationales sur le climat. Mais malheureusement, elle n'a pas toujours pris le temps de se préparer et de préparer aussi une synergie d'action en amont. Et aussi, pendant les COP, nous avons vu qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, l'idée était vraiment de se préparer, surtout que nous avons devant nous une conférence très technique. Et il faudrait que les organisations de la société civile africaine se préparent pour mieux aborder les négociations qui vont s'ouvrir très bientôt en Pologne. Quel est le poids des OSC dans les négociations sur le climat, M. Kogbe? Mais les OSC jouent un rôle fondamental. D'ailleurs, depuis la première conférence sur l'environnement en 1911 à Stockholm, ce rôle a été reconnu et chaque année, cela ne fait que se renforcer. L'apothéose, je dirais, dans le cadre du changement climatique, a été observée à Paris en 2015, où la société civile s'était véritablement organisée, a fait même des propositions et il a été créé même une plateforme pour pouvoir partager les activités de la société civile. Et même l'accord de Paris, finalement, a dû reconnaître le rôle clé que jouent les acteurs non étatiques, et parmi ces acteurs non étatiques, la société civile. Donc vous comprenez que c'est un rôle énorme, et pour être précis, les OSC accompagnent les gouvernements, les OSC essaient d'alerter sur les réalités du terrain, les OSC essaient également de porter le message des populations à la base qui sont affectées quotidiennement par le changement climatique, et on fait ce travail d'interface-là au cours des discussions. Et on prend aussi le temps, par exemple dans le cadre du réseau climat et développement, de préparer nos messages bien à l'avance, et nous le faisons à travers des ateliers annuels qui durent au moins une semaine, et au cours de ces jours, nous préparons les informations après partage d'expériences de ce qui se passe dans nos différents pays. Donc voilà un peu le travail qu'on fait, et peut-être pour finir sur cette question-là, je dirais que au niveau du réseau climat et développement, aujourd'hui, nous sommes très sollicités par beaucoup de négociateurs parce qu'ils ont compris que nous faisons un travail de fond, et ils n'hésitent pas à nous approcher pour avoir notre point de vue lorsqu'ils vont dans les discussions officielles. Donc, je crois que c'est un travail énorme que la société civile fait pour pouvoir apporter de la matière quand même à nos décideurs qui prennent finalement les décisions au nom de nous tous. Alors, vous relayez les informations, les préoccupations des populations à la base. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus proche des populations que les États? Oui, naturellement, la société civile en particulier, les ONG sont appelées à travailler sur le terrain. Vous savez, il y a des ONG de plaidoyer, donc qui font un travail de plaidoyer ou de lobbying, mais aussi il y a des ONG de terrain qui mènent des actions concrètes et qui vivent le quotidien des communautés à la base. Donc tout cela est mis ensemble, et c'est ce qu'on essaie de relayer. Donc de par nos diverses expériences, on essaie de mettre tout cela ensemble sous forme de recommandations qu'on apporte aux décideurs. Alors, vous êtes à la tête du réseau climat et développement. Comment ce réseau fonctionne-t-il sur le continent africain? Le réseau climat et développement, c'est un réseau qui est aujourd'hui présent dans 22 pays africains, principalement les pays francophones. Nous avons une 80aine d'organisations qui sont membres.
à travers ces pays-là, mais aussi nous avons beaucoup de demandes qui attendent et que nous allons devoir valider très prochainement. Et donc le réseau, comment est-ce qu'il fonctionne? D'abord, nous faisons, comme je l'ai dit, un travail de fond. Nous ne faisons pas trop de tapage, mais nous essayons de partager les expériences qui se font dans nos différents pays pour mutualiser un peu les efforts. Et nous avons également une plateforme très active où nous essayons de discuter et de partager tout ce qui se fait dans les pays, au niveau local, mais aussi au niveau international. Et dans les négociations depuis 10 ans, le réseau est très régulier avec une délégation chaque année très forte qui suit les discussions. Nous avons par exemple testé, vu l'enjeu de la COP 21 à Paris, nous avons pris l'initiative de créer carrément une équipe d'experts pour travailler de façon approfondie sur des sujets qui étaient des sujets d'enjeu majeur pour l'Afrique. Donc il y avait six thématiques qu'on avait abordées, notamment l'adaptation, les financements climat, l'énergie, je veux dire les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, la question du genre et puis des droits humains. Et nous avons eu donc des experts spécialisés sur ces questions qui ont produit des notes de décryptage avec l'appui et le regard extérieur de nos collègues du Nord, des ONG françaises essentiellement qui nous avaient accompagnés. Et donc, nous faisons ce travail, nous avons fait ce travail, produit des notes de décryptage, et c'est comme ça que le réseau, en fin de compte, produit une publication, donc un document en fin d'année que nous apportons à la COP et que nous mettons en libre accès sur notre site Internet et que nous essayons de partager aussi avec les décideurs. Donc, et cela résume tout ce que nous avons pu observer, partager, mutualiser tout au long de l'année. Alors, M. Kogwe, une chose est de participer à ces négociations internationales, mais l'autre chose est d'être véritablement très actif sur le terrain. Quel regard vous portez sur les actions des OSC au retour de ces conférences internationales sur le climat notamment? Moi, je peux dire que les OSC sont très actives sur le terrain. C'est vrai qu'il faut reconnaître d'emblée que de plus en plus, il y a un problème d'accès au financement qui se pose pour mener les actions. Mais d'abord, il y a, comme je l'ai dit, il y a des ONG qui sont sur le terrain, donc qui mènent des actions, des projets très concrets. Il y en a qui accompagnent les politiques au niveau national, au niveau international, même au niveau local. Et là, je peux donner peut-être un exemple où vous voyez que, par exemple, quand vous prenez le Niger, c'est un pays où, dans le cadre de la révision des PDC, ce sont les plans de développement communaux au Niger, ils avaient voulu intégrer la dimension changement climatique. Et dans ce cadre-là, ils ont associé les ONG comme étant des acteurs clés pour l'élaboration de ces PDC intégrant les changements climatiques. Donc, nous avons eu à écouter l'expérience partagée par nos collègues la dernière fois au cours de notre atelier en juin. Et donc, c'est un travail qui se fait. Au niveau du Togo, par exemple, au PED, avec certains universitaires et la mairie de la ville de Tchévier, nous avons également eu l'occasion d'accompagner cette ville-là pour l'élaboration de son plan d'accès à l'énergie durable et au climat. Et donc, c'est un peu comme ça que les ONG travaillent. Et au niveau national également, nous sommes dans les plateformes où les cadres nationaux qui travaillent sur les politiques, les stratégies, notamment les CDN, donc les contributions déterminées au niveau national, mais aussi au niveau des processus de PNA, c'est les plans nationaux d'adaptation, les processus technologiques, etc. Donc nous sommes dans ces cadres, nous accompagnons nos décideurs et la société civile, en plus de faire ce travail de terrain, fait aussi le travail d'accompagnement et de suivi des politiques. Vous avez le sentiment d'être suffisamment impliqué dans les politiques nationales? Oui, bon, en tout cas, pour ce qui me concerne, au niveau du Togo, nous sommes suffisamment impliqués, simplement parce que l'autorité a reconnu ce que nous faisons, que ce soit au niveau national ou international.
Et donc, je crois que les différents cadres que je venais de citer, que ce soit les comités CDN, les comités PNA, les comités Fonds Vert, les comités technologiques, comités NAMA, tout ça, on est impliqué. Et donc, je crois qu'il faut quand même tirer chapeau aux politiques au niveau du Togo. La communauté internationale se prépare, M. Kogbe, pour la COP 24. Dans quel état d'esprit allez-vous à ces négociations en tant qu'organisation de la société civile? On ira à cette négociation pour gagner quelque chose. Parce que vous savez, je l'ai dit tantôt, la COP est très technique. Et donc, on attend les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris qu'il faut adopter. Et vous savez, nous avons un accord, tout le monde se félicite de cet accord, mais si on ne définit pas proprement les règles du jeu, on va avoir des problèmes. Et donc, nous allons à cette conférence avec l'espoir qu'on va aboutir à des règles qui soient équitables, et des règles qui permettent quand même aux pays en développement de pouvoir véritablement faire face aux enjeux climatiques. Donc pour moi, on va à cette COP avec l'intention de gagner quelque chose, c'est-à-dire de voir les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris adoptées de façon équitable, de voir également la question des financements, trouver un terrain d'entente entre les pays développés et les pays en développement, également de trouver des solutions appréciables sur l'ambition, donc en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Kogbe, 3 ans après les engagements pris au Bourget, on est toujours dans la préparation à l'action au lieu de l'action? Non, mais vous voyez, c'était prévu que l'accord de Paris devait être adopté en 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. Donc, il était clair que les spécialistes en droit qui étaient au-devant de ces discussions-là savaient qu'il faut un temps pour discuter la meilleure manière de mettre en œuvre cet accord. Donc, pour moi, il n'y a pas un temps mort, il n'y a pas de retard non plus, mais les discussions vont bon train. Seulement, il faut savoir que les enjeux sont énormes lorsqu'il faut finaliser les règles cette année. Donc, si on rate les règles de la mise en œuvre de l'accord, c'est là où on va avoir véritablement des problèmes par après. Alors, pour vous, l'enjeu de cette COP 24, c'est les règles d'application ou de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat? Oui, pour nous, il y a 3 enjeux phares, comme je l'ai dit tantôt. Il y a les règles d'application de l'accord de Paris, il y a la question des financements climat, et puis troisièmement, il y a la question de l'ambition. C'est les 3 enjeux importants pour lesquels il faudra trouver des solutions au cours des négociations de décembre prochain. Alors, si on prend l'aspect financement, financement pourquoi concrètement? Bon, vous savez, hein, généralement on dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc on ne peut pas discuter pour trouver les solutions à un problème si on ne met pas de l'argent sur la table. Qui finance quoi? Oui, justement, ça c'est connu depuis que la convention a été signée, déjà dans les années 92-94, déjà aussi à travers le protocole de Kyoto, et puis aujourd'hui on est dans le cadre de l'accord de Paris. Donc on connaît les responsabilités du problème climatique que nous vivons. On sait également qui doit mettre de l'argent. Et il fut un temps, les pays développés étaient d'accord sur ces conditions-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en 2009, à Copenhague, il avait été décidé par ces pays de mettre à disposition des pays en développement 100 milliards de dollars chaque année pour faire face aux problèmes causés par le changement climatique. Et cet engagement a été réitéré à Paris en 2015. Donc on sait, ça ce n'est pas, il ne faut pas qu'on se trompe, hein, on sait qui doit financer quoi, mais seulement aujourd'hui, depuis Paris, on est rentré dans une dynamique où on s'est dit il faut que chacun rentre dans la danse. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des principaux responsables, mais tout le monde doit faire l'effort qu'il peut pour qu'ensemble on puisse faire face aux problèmes qui finalement ne fait pas du bien ni aux pays développés ni aux pays en développement. Donc les financements aujourd'hui, il y a le cadre fédérateur qui est le Fonds vert pour le climat où les fonds doivent transiter et il faut maintenant par rapport aux enjeux, c'est-à-dire les besoins sur le terrain et les financements qu'il faut mobiliser, c'est là où le problème se pose. Donc il faut trouver des financements à la hauteur de l'enjeu. Et malheureusement, aujourd'hui, nous pensons que cette dynamique n'y est pas et on n'a pas assez d'argent dans la cagnotte pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. C'est là vraiment l'enjeu pour la COP de Pologne où il faut qu'on arrive à définir
comment est-ce que d'abord on compte les financements climat, c'est un enjeu phare. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est même financement du développement, on dit que c'est financement pour le climat. Je donne toujours l'exemple d'un bailleur de fonds qui met l'argent pour construire un bâtiment scolaire. Et sur ce bâtiment-là, on met quelques panneaux solaires. Et après, il comptabilise tout le financement comme étant du financement climat parce qu'il a mis des panneaux solaires qui permettent de limiter les émissions. Donc, vous voyez, on essaie de verdir toutes les actions et de dire finalement c'est sur le compte du climat. Donc l'enjeu à Pologne, c'est de voir quelles règles pour la comptabilisation des financements climat. Deuxième enjeu, c'est comment est-ce que ces financements-là, on peut les prévoir. Donc la question de la prévisibilité des financements climat, parce qu'il ne faut pas qu'on se lève et puis un jour, certains disent, bon, je mets 10 000, l'autre dit, je mets 20 000. Il faut qu'on puisse prévoir par rapport aux enjeux, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir faire face aux problèmes. C'est les deux enjeux liés au financement. Alors, M. Kogbe, c'est depuis, on se rappelle depuis Copenhague que les 100 milliards de dollars ont été prévus pour le financement. Alors, la question, elle est un peu complexe. Les pays du Nord polluent, mais ce sont les pays du Sud qui subissent de plein fouet les affres des changements climatiques. Faut-il attendre forcément cet argent pour agir, pour renforcer la résilience des populations? Non, il ne faut pas attendre toujours cet argent. C'est ce que je disais tantôt, que depuis Paris, on a changé un peu de stratégie. C'est que c'est vrai, il y a les principaux responsables, mais il faut que chacun joue sa partition. Aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de nos États, on peut prévoir des mécanismes qui permettent de lever des fonds pour pouvoir faire face aux problèmes environnementaux. On peut avoir des taxes donc, sur tout ce qui pollue l'environnement et essayer d'utiliser cet argent-là pour lutter contre le changement climatique. Il y a aussi d'autres mécanismes qu'on peut développer. Donc ça, c'est des discussions qui sont toujours en cours et c'est ce que nous appelons en général des financements innovants. Donc chaque pays doit réfléchir à ce qui peut être fait en tant que financement endogène et innovant, qui n'affecte pas le quotidien des populations, mais qui permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et bien sûr, il faut également que ceux qui sont les premiers responsables du problème puissent jouer également, faire face à leurs responsabilités. L'accord de Paris, la Convention sur le changement climatique parle de responsabilité différenciée. C'est un de ces principes clés. Et là, on ne peut pas se passer de ce principe-là. Il y a des premiers responsables, ils doivent jouer leur rôle. Monsieur Kogbe, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.